Jean-Charles de Bourdin, on va commencer avec vous. Vous avez déjà toute l'histoire a été racontée. Donc Mehdi Ouass de Talent et Laurent Sorbier de OnePoint. Merci à tous les trois d'être avec nous. Réaction là sur l'histoire est en partie déjà racontée par la table ronde juste avant de Scalian. Alors comment on fait là maintenant pour grossir? Alors bon, il y a déjà plein de choses qui ont été dites. Donc déjà je remercie mon fan club alors. Donc effectivement, Andera est rentré dans le capital en 2015. Ils nous ont vraiment aidés pour structurer cette société. On avait besoin de fonds effectivement pour remettre cette société d'équerre, mais aussi pour pouvoir passer une première étape en France. C'est ce qui a été fait voilà, durant ces 3 dernières années. Je vais revenir quand même sur un point qui a été dit lors de la première table ronde et dont on a parlé, qui est cette espèce de plafond de verre qu'on peut avoir dans des pays. Effectivement, l'enjeu pour nous pendant 3 ans, ça a été la France. Qu'est-ce qu'on peut faire en France pour définitivement asseoir notre positionnement, avoir des assets forts pour pouvoir pérenniser notre activité en France? Maintenant, on est passé dans une deuxième étape. Et là, je rejoins le président de Softeam. L'international, pour nous, est un sujet extrêmement important. C'est-à-dire que nos clients nous demandent, nous aussi, de pouvoir partir à l'international. Je prends le cas d'Airbus notamment. Je prends le cas de Thales, pour ne citer que, PSA. Mais pour revenir sur ce qu'on dit tout à l'heure, ils vous demandent d'aller à l'international, mais est-ce que voilà, vous y allez avec 3-4 personnes qui vont les accompagner, puis depuis la France, c'est piloté, ou c'est carrément, allez, on va ouvrir un bureau, on va recruter localement, et puis... on a eu, comme tout le monde, notre petite histoire, on ouvre un bureau qui s'en termine avec des catastrophes extraordinaires sur ce sujet. Nous, on a pris un autre parti, on s'est dit, voilà, on est très présent en France, on réalise en gros 15% de notre chiffre d'affaires à l'international. Il faut savoir être humble, et donc dans les acquisitions qu'on est en train de regarder à l'international, c'est de pouvoir avoir des tailles critiques de sociétés à l'international pour pouvoir définitivement asseoir notre assise dans les pays qu'on veut ouvrir. Donc l'idée étant, on va aller en Espagne, on va aller en Allemagne, en Angleterre, trouver tout de suite des sociétés avec une taille critique. Encore quand je dis une taille critique, ça reste à notre niveau. On est des tailles de l'ordre d'une centaine de TP, d'une centaine de consultants, et qui, cette société va pouvoir prendre pour nous la croissance dans ce pays et pouvoir développer l'activité dans ce pays. Donc en gros, c'est une espèce de croissance du M&A, certes, mais avec derrière une espèce de partenariat qui va être monté, de se dire, avec ces sociétés qui vont rejoindre l'environnement ou l'univers Scalian, de pouvoir porter le développement de Scalian directement à l'international. Donc l'équipe managériale sur place est pour nous fondamentale, puisque en gros, c'est elle qui va représenter le groupe Scalian dans les années à venir. Mehdi, avec Talent, alors comment on grossit aujourd'hui chez Talent? Alors, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a autant d'histoires que de réussites. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de recette miracle. Il y a les ingrédients et puis chacun va les utiliser pour réaliser son histoire, son aventure, sa vision. Ce que j'observe aussi, c'est qu'on a un certain nombre de valeurs communes sur lesquelles on s'assoit. On parle beaucoup de clients, on parle beaucoup d'utilisation de la technologie pour accélérer les transformations, parce que c'est les domaines sur lesquels nous sommes tous positionnés. On parle beaucoup de consultants ou de collaborateurs, parce que c'est eux qui font grandir les entreprises que l'on monte. Et puis après, chacun va avoir son histoire au gré du vent et au gré des ambitions qui peuvent être différentes. Aujourd'hui, on est sur des ruptures technologiques qui sont fortes. Donc je vais être un petit peu en désaccord avec mon ami Michel. Je pense que la technologie d'aujourd'hui est beaucoup plus mature et ouvre un champ presque infini. Ça, c'est la première observation. La deuxième, c'est que le monde a changé, il est devenu monde. Et les frontières sont tombées. Ce qui veut dire que croître en se disant que l'international n'est pas un sujet, à mon avis, c'est dangereux. Par contre, croître en pensant que la croissance n'est qu'à l'international, c'est aussi un danger. Il faut être aussi prophète en son pays, et donc il faut mener un petit peu sa barque à 2 vitesses. La stratégie qu'on a adoptée au niveau de Talent, c'est... je vais vous faire rire, c'est une stratégie qui est issue de mes origines, c'est une stratégie carthaginoise. Ça veut dire comment je fais pour croître? Eh bien, je vais ouvrir des comptoirs là où il y a du commerce, là où il y a du business. Comment je fais pour ouvrir ces comptoirs-là? Je suis mes clients à l'international. Et là où je ne vous reçois pas, Laurence, c'est qu'on a énormément de clients, notamment dans la finance des marchés, qui nous demandent de les accompagner à l'international. Et si on ne le fait pas, on les perd. Et nous, on a grandi comme ça. Donc, on a accompagné ces clients à l'international et on s'est retrouvé avec... moins de 300 consultants en 2007 ou 2008 sur 8 pays différents et sur 4 continents. Parce que les clients le demandaient. Et les clés de la réussite, justement, de ce Les clés de la réussite, c'était justement d'avoir cet esprit un petit peu conquistador,
d'y aller en ouvrant un comptoir qui était tout de suite rentable. Et puis à partir du moment où la mayonnaise a commencé à prendre, eh ben là on décide de s'installer. Que faisaient les Carthaginois pour s'installer de manière définitive? Ils épousaient la fille du roi. Épouser la fille du roi, c'est quoi? C'est acheter une entreprise locale. Donc là, c'est la façon dont nous avons procédé. On a acheté une entreprise au Canada l'année dernière, on est en train d'en acheter une au UK, on a acheté une en Suisse, et c'est comme ça que l'on va réaliser notre croissance. Après, la croissance, on la finance aussi où on la voit, d'abord organique, c'est-à-dire qu'on a une vision, on a un ADN, que l'on a envie de ne pas diluer mais diffuser. Et donc la croissance organique, c'est le moteur le plus important. C'est réellement le socle sur lequel on appuie notre développement. Et donc on essaie d'avoir une croissance organique qui soit supérieure à celle du marché pour être plutôt leader que suiveur. Et aujourd'hui, on est sur un marché qui globalement croît à 5, 6, 7%, et puis en fonction des technologies sur lesquelles vous vous positionnez, peut avoir une croissance à 2 chiffres. Nous, on a la chance d'être plutôt sur une croissance à 2 chiffres. Donc on essaie d'avoir une croissance organique plus proche de 15% que de 7%, et on ajoute à cette croissance organique une croissance externe par le rachat d'entreprises qui vont soit être la mariée qui va nous permettre d'avoir un ancrage plus local à l'international, soit rajouter une verticale à notre pan, à notre vision. Merci Mehdi. On fera réagir les intervenants de la première table ronde tout à l'heure, et puis on posera quelques questions avant de retrouver Vincent Roix et puis Godefroy de Bensman pour la clôture de cette convention, enfin de cette soirée. Laurent Sorby, alors comment on grossit OnePoint? Alors j'ai vu que vous à Bordeaux, là, il y a pas mal d'investissements en ce moment, mais voilà, donc c'est la France, mais au niveau international, comment ça se passe? J'ai envie de vous dire, avec toute la modestie nécessaire, d'abord on évolue tous, effectivement, mais il l'a très bien dit, en fonction de notre ADN. Alors OnePoint a un ADN qui est un peu particulier, ou en tout cas une conviction, on porte une conviction qui est un peu singulière, qui est de dire que la meilleure manière de croître, je crois que tout le monde sera d'accord ici, c'est d'être en phase avec son marché. Et notre conviction, c'est que l'attente du marché à l'égard d'acteurs comme les nôtres a un peu évolué. Peut-être même plus évolué qu'on l'imagine, au sens où ce que viennent chercher beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est un accompagnement de bout en bout sur les sujets digitaux, sur les sujets de transformation digitale et sur les sujets de transformation tout court. Donc la posture qui est la nôtre et le choix stratégique qui est le nôtre actuellement, c'est d'accompagner cette transformation de bout en bout, depuis la projection stratégique jusqu'à l'exécution technologique, mais dans toutes ses dimensions. Alors, c'est vrai que nous, notre stratégie de croissance a été, à travers à la fois notre croissance organique, qui est aussi une croissance forte, une croissance rentable à 2 chiffres, a été de continuer à couvrir la totalité de la chaîne de valeur en étant présent sur tous les éléments de la chaîne. Et la plus récente manifestation de cette stratégie, c'est l'acquisition de Weave, qui est une entreprise de conseil bien connue à Paris, qui est venue compléter notre capacité à accompagner, on va dire, la stratégie business et les évolutions de l'ensemble de la stratégie business dans toutes ses déclinaisons. Et on continuera à se muscler sur l'ensemble des métiers qui nous paraissent participer à cette dynamique de transformation des entreprises et des acteurs publics, puisqu'on est aussi très présent sur le secteur public. Puis on pense aussi qu'il y a des univers nouveaux de transformation à accompagner. C'est particulièrement le cas de tout ce qui peut toucher aux smart cities, où on a également une activité qui est en croissance forte en ce moment, parce qu'on considère que les grands acteurs publics, les grands porteurs d'infrastructures, publiques ou privées, vont être aussi confrontés à une logique de transformation qu'il faut savoir accompagner. Donc je crois que c'est dans ce modèle qui est un peu particulier, qui est dans ce modèle que je le disais de bout en bout, qui pour nous constitue en tout cas la meilleure réponse au marché tel que nous l'adressons et qui porte notre croissance actuellement. Alors je disais tout à l'heure dans la première table ronde qu'il y a une manière d'interagir un peu différemment entre les fournisseurs et les clients, il y a plus de partenariats. Tout ça, est-ce que c'est ce que vous vivez au quotidien, ou est-ce que, enfin vous le vivez certainement au quotidien, mais est-ce que c'était la même chose il y a 5 ans? Vous sentez qu'aujourd'hui, parce que
un peu, on avait parlé au téléphone avec Mehdi, parce que de la même façon que dans le grand public, les consommateurs connaissent mieux les usages, on a pu leur expliquer comment fonctionne un ordinateur, un téléphone, etc. C'est un peu la même chose dans les entreprises. On parle de métier, on parle tout de suite, on va voir un retailer, on parle tout de suite de son réseau, comment il vend, comment il va fidéliser son client, on parle un peu moins techno. Est-ce que ça aujourd'hui, c'est quelque chose de vraiment, c'est ce que vous vivez au quotidien? Vous touchez vraiment du doigt une modification assez importante du paysage pour l'ensemble des acteurs de la transformation numérique, ESN ou acteurs qui, comme nous, se veulent un petit peu différents dans ce paysage. Le sujet, c'est que les donneurs d'ordre sont en train de changer. Les gens qui participent dans une entreprise ou au sein d'un acteur public à la transformation numérique sont loin d'être des technologues. Aujourd'hui, tous les acteurs des métiers sont présents sur ce sujet. Et puis, les COMEX sont complètement investis. Aujourd'hui, quand vous parlez de transformation numérique, on atteint très rapidement les niveaux du COMEX ou de la direction générale à minima. Et donc, ça emporte, je dirais, toutes les stratégies métiers d'une entreprise. D'où l'importance de ne pas tenir qu'un discours, je dirais, technologue à l'égard de ces acteurs et de porter une vision qui est la plus holistique possible de leur transformation. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui la capacité, je vous le disais, à traiter sous l'angle métier, sous l'angle stratégique, ces transformations. Il est très difficile aujourd'hui d'être audible si l'on ne s'adresse qu'aux DSI ou aux gens qui portent au quotidien les outils de la transformation technologique. Il faut absolument porter une vision qui est compréhensible par un COMEX et qui fait sens pour une direction générale. Mais difficile d'être audible, mais difficile aussi de se différencier alors du coup, parce que je ne dis pas qu'on simplifie le discours quand on s'adresse au COMEX, mais voilà, où est-ce qu'on va chercher ces éléments de différenciation, Mehdi? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas forcément un besoin fort de se différencier parce que le marché est plus fort que la somme des pratiquants. Donc aujourd'hui, le vrai sujet, c'est réellement de l'adresser avec des compétences multiples et puis de se transformer soi-même pour accompagner cette transformation. Et on rejoint bien sûr nos amis de OnePoint. Nous, on s'est réorganisé il y a 2 ans en se transformant d'une verticalité qui adressait des secteurs d'activité à une approche beaucoup plus proche de ce que demandent nos clients, c'est-à-dire des cycles plus courts, une rapidité d'exécution, une agilité, et puis le mix de 3 métiers, le conseil pour comprendre la transformation que vont subir leurs métiers, leurs utilisateurs et les clients, l'expertise technologique pour utiliser ou pour choisir les technologies qui vont accélérer leur transformation, et puis naturellement, il faut accompagner cette transformation, donc il faut réaliser cette transformation. Et quand vous disiez est-ce que vous travaillez de la même façon qu'il y a 5 ans, la réponse elle est non. La transformation elle est tellement profonde qu'elle pose des problèmes d'éthique, des problèmes sociaux qui nous amènent à utiliser des philosophes, à utiliser des sociologues, à utiliser des designers pour réellement imaginer ou inventer avec nos clients le monde de demain en essayant de limiter les erreurs, à utiliser des hackathons, chose que l'on n'utilisait pas il y a 3, 4, 5 ans pour voir les limites d'une technologie ou d'un service avec une plus grande rapidité, et puis à intégrer, alors transformation extraordinaire et exceptionnelle en France, l'échec dans le processus de succès. C'est-à-dire que l'échec en fait n'est pas pris comme un échec en tant que tel, mais comme l'identification d'une voie qu'il ne faut pas suivre, et donc d'un autre chemin à trouver. Donc toutes ces transformations-là, elles sont effectives chez les clients parce que la révolution numérique, qui était un sujet à aborder de manière très lointaine il y a quelques années, est aujourd'hui sur le bureau de toutes les directions générales et de tous les COMEX. Et le sujet, c'est pas est-ce qu'il faut la faire ou pas, c'est comment il faut la faire et comment il faut la faire et la réussir. Jean-Charles, est-ce qu'il y a un risque aussi de la course à la taille? On voit tous ces changements. Je ne dis pas que le métier va changer dans 2 ans, mais il peut changer beaucoup plus vite. Ou en tout cas, un pan de notre activité peut changer beaucoup plus vite. Et puis en même temps, on doit grossir. Alors comment on fait pour résoudre un peu cette équation? Déjà, moi, je vous rejoins à 100% sur ce qui a été dit. Alors, je vais vous dire, je pense qu'aujourd'hui, dans le domaine de la transformation des entreprises, être une grosse ETI, être dans le mid-cap, nous aide, puisqu'on porte une agilité, ça a été dit et redit, mais c'est une réalité, une image de fraîcheur qui est très forte, et une capacité à porter des métiers qui sont assez nouveaux et de créer une rupture, parce que
on aura beaucoup plus de facilité à pouvoir évoluer dans des environnements qui changent tout le temps avec des nouveaux interlocuteurs de manière systématique. Les DSI ne sont plus nos donneurs d'ordre, ils le sont encore, mais on a des donneurs d'ordre, des responsables de fabrication, de production, bref. On peut être capable de vivre dans cet environnement-là. Donc à l'heure actuelle, la course à la taille, je vais vous dire, elle est importante pour passer des caps. On a parlé de plafond de verre tout à l'heure, mais notre taille, actuellement, nous aide beaucoup, nous aide énormément pour gagner des parts de marché. On parlait de Capgemini, d'Atos, Inco tout à l'heure. Ils ont une démarche de technologie, mais on ne parle plus de technologie, on parle de rupture technologique. Donc quelque part, d'arriver avec une société à taille intermédiaire qui est capable d'intégrer aussi bien on entendait parler de psychologues, d'UX designers ou de technologie, je pense que c'est vraiment un atout. Donc la course à la taille, oui, mais profitons de l'instant présent à l'heure actuelle qui est vraiment pour nous de tirer ce marché vers le haut. On est un peu là-dessus. Laurent Sourbier, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a encore trop de personnes qui réfléchissent, qui ont la vision de ce qui est en train de se passer, mais qui, dans l'exécution, pour différentes raisons, restent à une exécution d'hier Je sais pas, je ne crois pas qu'il faille opposer le modèle d'hier et le modèle d'aujourd'hui. Il faut rester modeste. Chacun, encore une fois, ça a été dit, chacun évolue avec son héritage, son ADN, son histoire, et on répond tous de manière différente. On a la chance d'être sur un marché qui est en croissance extrêmement forte, et donc il y a de la place pour tout le monde avec des modèles un peu différents. Donc je ne pense pas qu'il y ait cette opposition entre un modèle ancien et un modèle nouveau. Ce qui est certain, c'est que, ça a été dit tout à l'heure, et ça a été redit là, un des facteurs majeurs de notre capacité à croître, c'est l'attractivité de la marque employeur. C'est notre capacité à recruter. Et sur ce point, je crois que les modèles que nous développons, qui sont des modèles qui hybrident les compétences, qui font travailler ensemble des designers, des gens qui viennent des sciences sociales et des gens qui font de la techno, non seulement servent les intérêts de nos clients, parce qu'ils apportent des réponses qui sont conformes à leurs attentes, qui sont des attentes de transversalité, de compréhension globale des enjeux, etc., mais créent aussi une atmosphère qui est très attractive pour recruter. Et je crois que c'est un élément très important dans l'évolution de nos modèles. Donc s'il y a un monde ancien et un monde nouveau, je dirais que c'est plus dans les modèles d'organisation de nos sociétés et dans l'ambiance. J'ai presque envie de dire dans l'ambiance. Moi, je parlais dans les modes d'exécution, voilà. C'est-à-dire que souvent, voilà, on écoute le client d'une façon un peu différente. Certains vont l'écouter plus dans le discours techno, d'autres dans le discours transformation du retail. Là aussi, je vais revenir à la question de la méthode. À partir du moment où on intègre le design thinking et le design dans son mode de fonctionnement, on rentre dans un mode de fonctionnement avec le client qui est différent aussi, qui est celui de la co-construction. C'est-à-dire qu'on change de posture. La posture traditionnelle du conseil et des ESN, c'était de dire vous ne savez rien, on va vous expliquer, on va le faire à votre place. Enfin, je caricature naturellement, mais c'était quand même une posture existante. Aujourd'hui, il y a une approche beaucoup plus humble du sujet qui consiste à dire on va faire avec vous, et on va faire à côté de vous, et on va s'embarquer avec vous dans cette aventure. D'où le modèle qu'on développe de la Digital Factory qui consiste précisément à mélanger, hybrider les équipes de nos clients et les nôtres pour fabriquer ensemble un certain nombre d'outils. Et ça, je crois que c'est quand même un changement important de posture qui emporte, là encore, des évolutions d'organisation et des évolutions des offres. Mehdi, ça veut dire qu'il faut se renouveler sans cesse ? Oui, et puis il faut se renouveler avec les clients. Et je pense que la rupture aussi, c'est que depuis 2-3 ans, les clients ont compris que nous non plus, nous ne savons pas. Et que ne pas savoir, c'est aussi une force, parce que ça ouvre le champ de la création, de l'innovation et du possible. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, on raisonne par cap. Et puis après, on prend la mer et on tire des bords. Et donc, c'est le vent qu'il faut suivre. Et il est beaucoup plus facile de réorienter sa voile que de changer le sens du vent. Et donc, plutôt que de combattre le sens du vent, il faut réorienter sa voile, par contre, en maintenant le cap. Donc, le cap est toujours très important à avoir. Par contre, le chemin d'accès, lui, peut être complètement différent et il faut laisser cette innovation et cette innovation commune. Innovation entre le client et puis le prestataire. Pour garder votre image, est-ce qu'on arrive en gardant le cap, en suivant le vent, à en même temps se rajouter des flotteurs de chaque côté, à agrandir le bateau en construisant Nous, par exemple, on a compris qu'il fallait avancer en escadrille, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle le vaisseau amiral, c'est nous, on est assez égocentrique, sinon on ne ferait pas d'entreprise et on se
se développe pas. Mais on a tout de suite compris que seul, on ne pouvait pas y arriver et qu'au contraire, il fallait créer un écosystème autour de soi. Cet écosystème, il est fait de petites et de grandes entreprises. On a des deals avec Sopra, on a des deals avec Cap, mais on a aussi des deals avec naturellement des petites entreprises et des startups qui gravitent autour de nous. On a compris aussi que le rapport à la marque employeur ou à l'entreprise avait complètement changé. Aujourd'hui, les générations X, Y ou Z ne cherchent pas un employeur, ils cherchent un projet. Donc tant que vous leur donnez le bon projet, ils sont bien chez vous. Le jour où vous ne leur donnez pas le bon projet, il faut l'avoir compris, il faut l'accepter, c'est des butineurs. Donc il faut organiser des ruches et se dire, bon, ben, le jour où il va aller dans la ruche d'à côté, c'est pas grave, il va acquérir une compétence supplémentaire et un jour il reviendra dans la mienne, etc., etc. Et donc là aussi, on a un turnover qui est beaucoup, beaucoup plus important. Michel en parlait, nous cette année on ambitionne d'embaucher 900 personnes. 900 personnes, c'est pour avoir 400 personnes de plus en net. Ça veut dire qu'on anticipe le fait que sur les 900, il y en a 500 qui vont partir, pas les 900 qui vont arriver, mais qu'on va en perdre 500. Ce qui, il y a 3 ans, était impossible à réaliser. Et je vous aurais dit, ça veut dire qu'on a un vrai problème structurel. Or, ça fait 5 années de suite, ça vaut ce que ça vaut, qu'on est lauréat du concours Great Place to Work. Ça veut dire qu'on se fait sonder par un organisme extérieur qui, lui, nous dit... apparemment, les gens qui sont chez vous sont heureux. Oui, ils sont heureux tant qu'ils y sont. Mais ça ne les empêche pas de partir. Et ça, c'est la vie, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Laurent tout à l'heure sur les deux points, un peu de fidélité collaborateur qui se... On a tous les mêmes ingrédients, on fait tous plus ou moins les mêmes recettes, on a tous des Chief Happiness Officer, on a tous des douches, on a tous plein. Il y a peut-être un petit revirement. Mais comme on a tous la même chose, on a tous le même catalogue, c'est pas ça qui va nous différencier. Et je pense que moi, enfin, en ce qui me concerne, j'ai accepté le fait que nos consultants sont des abeilles et qu'ils vont butiner, et qu'il vaut mieux cultiver une belle fleur et puis se dire que c'est pas grave, s'il va à côté, il reviendra un jour chez moi et puis voilà. Le problème, c'est comme les abeilles, il y en a de moins en moins, mais ça c'est un autre souci, c'est un souci de formation et d'éducation. Il faut les former aussi. Sans aller Laurent, sans aller dans une forme de surenchère, il y a quand même, on essaye tous quand même d'aller plus loin dans nos modèles. Donc vous évoquiez tout à l'heure notre projet de campus à Bordeaux, 30 000 m² avec des Digital Factory, une école et même un logement. Enfin, donc parce que sur le coup, il y a vous qui arrivez, il y a OVH. On va très loin quand même pour l'attractivité. Il y a Mano Mano qui arrive, enfin, ça fait du monde. Donc sur ces 30 000 m², l'objectif c'est de tenir une promesse à l'égard des gens qu'on recrute, qui est qu'on vous garantit un job, une formation continue, parce qu'on n'en a pas parlé, mais je pense qu'on est tous confrontés à cette nécessité de devenir des entreprises apprenantes qui assurent une montée en compétences continue pour les gens qui nous rejoignent, et même un logement, ce qui pour les jeunes que nous recrutons est un facteur discriminant non négligeable dans les grandes villes où chacun sait que l'une des principales difficultés pour des jeunes recrues est de se loger. Peut-être juste un point pour revenir, effectivement, ce que vous faites à Bordeaux est super. Je vais revenir sur la partie turnover. On a, nous, cet indicateur comme tout le monde. On est en train de mettre en place un autre indicateur qui est en fait la partie expérience, c'est-à-dire de mesurer, en même temps que le turnover, le nombre de temps que vous allez avoir un consultant qui va être parmi vous. Donc on a développé une marque employeur comme à peu près tout le monde ici. Et de se dire, plutôt que de se dire qu'effectivement on va tout faire pour qu'il passe sa vie chez nous, c'est comment faire pour qu'il ait une expérience la plus heureuse et la plus longue possible chez nous. Et c'est ça qu'on va mesurer, en plus du turnover. Parce que là, il va y avoir quelque chose d'intéressant, c'est que globalement, comme vous disiez tout à l'heure, ils partent, mais ils étaient très heureux avec vous. Hein. Ils vont vivre juste une autre expérience. Donc comment faire pour que cette expérience soit la plus longue possible ? Et qu'il en parle à d'autres pour les faire venir. On interviewe et on fait des statistiques sur les raisons qui poussent au départ. Et j'ai été affolé, 80% de ceux qui nous quittent étaient heureux chez nous, mais ils nous quittent. Donc c'est quelque chose, c'est un nouveau phénomène et il faut l'accepter. On a ouvert notre capital. Bien sûr qu'il ne faut pas rester inactif, il y a plein de choses à faire et puis à un moment donné, vous vous dites c'est comme ça qu'elle vend, donc essayez de déployer la voilure de la manière la plus astucieuse qui soit et puis c'est pas ça qui doit nous ralentir. Donc on continue et aujourd'hui on a pour faire plus 400, comme je vous le disais, on s'est organisé pour en recruter 900. Si ça se trouve à la fin de l'année, on fera plus 700, on sera ravis, on sera heureux. Pour revenir sur la partie taille, grossir, Jean-Charles, aujourd'hui, est-ce qu'il faut davantage de spécialisation ? Est-ce que comment on trouve aussi
pareil, cette équation entre il faut que je grossisse, puis en même temps il faut que je sois plus pointu dans certains domaines. Voilà, comment vous faites chez vous? Déjà, moi j'aime bien la notion d'ADN, elle est assez fondamentale. Donc pour grossir, il faut savoir qui on est vraiment et garder les pieds sur terre et de savoir ce qu'on sait faire. Donc nous, on a choisi la spécialité. On a 2 grandes spécialités, le monde de la performance des opérations et le monde du digital. Voilà, ce sont nos 2 piliers, ce sont nos 2 pieds. On veut avancer avec, on ne veut surtout pas aller dans des environnements qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas. Donc la notion de spécialité pour grossir, pour nous, elle est fondamentale. Et c'est au travers de ces 2 piliers qu'on va pouvoir développer notre stratégie à l'international et pouvoir aller approcher de nouveaux secteurs et de nouveaux pays. Mais cette spécialité, ou alors de se dire qu'on reste dans ces 2 spécialités, ça ne doit pas nous empêcher de grossir. C'est pas parce qu'on dit qu'on est des spécialistes que demain matin, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire de la croissance. Mais cette croissance, elle va passer autour de ces 2 spécialités. Et derrière, il faut être capable d'avancer. Il y a un marché qui est juste énorme. Tout le monde en a parlé. Il y a de la place pour tout le monde. On trace sa route en fonction de ce que nous, on a envie de faire. Et on considère que le fait de rester sur ces 2 socles-là ne va pas être un frein au développement de notre activité. Bien au contraire, ça va nous permettre de booster notre développement à l'international. C'est la même chose chez vous tous. Voilà, vous avez chacun votre socle, votre ADN, et c'est ce qu'on dit à la table ronde tout à l'heure aussi. Puis c'est là-dessus qu'on s'appuie. Et puis un jour, s'il y a une opportunité, on la saisit. Mais globalement, on reste sur un ADN de base. Enfin oui, on essaie de conserver son ADN, quelles que soient les opportunités qu'on ait à saisir. Mais nous, la croissance, c'est sans que ça soit une obligation, c'est le moteur dont on a besoin pour répondre aux 2 promesses que l'on fait, celles que l'on fait à nos clients et celles que l'on fait à nos collaborateurs, à nos consultants. À nos clients, on leur promet de les accompagner dans la durée, dans leur croissance. Ça veut dire de continuer à monter en capacité avec eux. Et à nos consultants, on leur promet de les faire grandir et de leur donner le terrain de jeu qui leur permet de s'épanouir. Donc on ne peut pas réussir tenir ces 2 promesses si on est statique. Donc cette croissance, je dirais, c'est comme descendre une piste de ski. Donc la vitesse est à la fois son ennemi et son ami, quoi. Si vous avez trop de vitesse, vous tombez, mais si vous n'avez pas assez de vitesse, vous tombez aussi. Et qu'est-ce qui fait que vous allez sur une piste noire? La technique que vous estimez avoir suffisante pour pouvoir dévaler la piste noire. Et après, il faut accepter cette vitesse-là. Donc la croissance, oui, elle est nécessaire. Laurent? La croissance, je suis tout à fait d'accord, elle permet de tenir effectivement la promesse à la fois à l'égard des clients et des collaborateurs. Donc cette promesse, pour nous, c'est d'avoir de l'impact. D'avoir un impact sur finalement la capacité que nous avons à dessiner avec nos clients un nouveau monde. Alors c'est un peu ambitieux, mais c'est quand même ça notre idée. Hein. On en a fait notre motto quand on se lève le matin, c'est pour essayer de dessiner un nouveau monde. Et pour le faire, et pour avoir cette capacité d'impact, la taille a bien entendu une importance non négligeable. Et puis je dirais la variété des expertises dont on dispose. Donc la croissance, oui, ça nous permet de traiter des sujets magnifiques comme la transformation digitale de la Gare du Nord que nous portons. Qui est un sujet qui passionne, vous l'imaginez, beaucoup de nos consultants. Ce genre de sujet, on ne peut pas les porter, il faut avoir une taille critique pour les porter. Et on va aller en chercher des sans doute encore plus gros, parce que quand on essaye de s'intéresser à la transformation globale d'une très grande entreprise ou d'une grande collectivité publique, il faut évidemment des ressources, des personnes, des bras, des cerveaux pour accompagner ces transformations. Et donc la croissance, c'est cette capacité à avoir de l'impact et à attirer des talents, parce que les talents, ça a été dit depuis tout à l'heure, ils viennent chercher des beaux projets. Et c'est vrai que la croissance et la taille permettent d'aller chercher ces très beaux projets. Donc il y a une espèce de cercle vertueux, si vous voulez, entre la croissance, les beaux projets et la capacité à attirer des talents. Sur l'international, il y a un risque de dispersion quand on veut y aller trop vite. Dans le cas de OnePoint, la France représente toujours la part la plus significative du chiffre d'affaires, mais je dirais que il y a eu des paris faits historiques. Là aussi, on parlait d'ADN, Paris qui a été le nearshoring, de dire on va travailler au plus près de nos clients. Je trouvais qu'on avait des grands clients en France, qui ont des besoins en forte croissance, on les a accompagnés en France. Évidemment, l'international est sur le chemin de la croissance. Après, c'est une affaire d'opportunité, ça a été dit. Il faut trouver des entreprises qui font gagner du temps, parce que ça, c'est le premier objectif, et puis qui ont des modes de fonctionnement et des ADN compatibles avec le nôtre. Mehdi, l'international, tiens, c'est un pays dont on parle pas souvent, enfin un pays, un continent dont on parle pas assez souvent, c'est l'Afrique, non?
Nous, la vision qu'on a, elle est verticale, effectivement. C'est de dire qu'on est une entreprise française. Notre terrain de jeu premier, c'est la France. Autour de la France, c'est l'Europe. Et moi, j'ai la conviction que le relais de croissance de l'Europe, c'est l'Afrique, et que c'est un continent avec lequel on a une histoire, avec lequel on partage culture et langue, et qui va décoller, qui n'a pas encore décollé comme le continent asiatique, mais qui devrait décoller dans les 2 à 5 ans qui viennent. Et si on se positionne correctement, c'est là-bas qu'on fera notre croissance. Donc on mise sur cette verticale, mais tout en restant quand même pragmatique et lucide. On a naturellement l'Amérique du Nord qui est adressée, et on a aussi des comptoirs qui sont ouverts à Hong Kong et à Singapour. Mais je pense que les entreprises européennes et les entreprises françaises en particulier ont vraiment une carte à jouer très forte sur un continent qui, en plus, va être très fortement consommateur de technologie, parce qu'il va avoir à sauter une génération, et quand on parle de blockchain, c'est fantastique. Là-bas, il n'y a pas de legacy system et on peut tout faire. Le cadastre n'existe pas. Or, comment vous voulez financer si vous n'avez pas de contrepartie? Et quelle est la première contrepartie que va vous demander un établissement financier? C'est le bien immobilier. Et si vous ne l'avez pas enregistré, parce qu'en Afrique, il n'y a pas besoin d'avoir un papier, tout le monde sait que c'est chez vous ici. Mais sauf que quand vous adressez à une banque, la banque, elle ne va pas vous demander de venir avec les 14 voisins qui vont certifier que c'est chez vous. Elle va vous demander un papier. La blockchain peut répondre à ce genre de choses. Voilà, la téléphonie mobile a vraiment décollé en Afrique, et elle a fait décoller le M-paiement. Le M-paiement n'a jamais été un sujet en Europe, parce qu'on a tellement de moyens de paiement que ce n'est pas un problème. Mais aujourd'hui, on a un projet que l'on démarre en Afrique subsaharienne de cash machine individuelle, c'est-à-dire que on va utiliser le paiement mobile et on va utiliser l'individu pour pouvoir aller retirer du cash. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de cash, mon voisin est là, il en a, on est relié par la même application mobile, hop, je lui transfère 10 euros sur son téléphone mobile et il me donne 10 euros de cash. Voilà. Il y avait un article dans Le Monde là, qui reparlait, qui mettait l'accent sur Orange. Qui ne sont pas d'actualité ici, parce que ce n'est pas le besoin. Les nouvelles formes de concurrence, Jean-Charles, vous les voyez apparaître aujourd'hui, notamment dans la partie digitale. On voit d'autres profils. Je ne le verrai pas comme ça. Je dirais qu'effectivement, c'est ce qui a été dit à la première table ronde, c'est qu'on va avoir des gros donneurs d'ordre, ça tout le monde les connaît, que ce soit dans l'ingénierie ou dans le domaine de l'IT. Voilà. On a quand même une multitude de petites sociétés ou de petites startups qui commencent à investir le marché. Et très clairement aussi, on va dire que nos clients, nos donneurs d'ordre n'ont plus du tout peur de pouvoir travailler avec voire ils sont demandeurs de pouvoir travailler avec des sociétés qui sont des tailles très très modestes, voire des indépendants directement. Donc on commence à avoir plutôt, nous, ce qu'on voit, un éclatement du marché, avec en face une concurrence qui peut être, pourquoi pas, une société d'une taille très significative, avec des petites structures qui sont des tailles régionales ou de l'hyperspécialité. Je le dirais plutôt comme ça. Les GAFA, on ne les voit pas, globalement, pas encore sur notre activité ou sur nos métiers. Les éditeurs, pas forcément sur la partie service, mais vraiment, je dirais, un éclatement et moins de barrières au référencement. Voilà, on parlait de référencement tout à l'heure. Je pense qu'ils ont vraiment dépassé ce cadre-là. Quand vous cherchez 200 ou 300 prestations chez vous, vous passez le fait d'avoir des problèmes d'ordre financier ou des barrages au niveau des référencements. Les technos changent, mais on a l'impression d'avoir toujours ce mouvement de balancier si on se reprojette dans le monde informatique d'il y a plusieurs années. On a le temps de prendre quelques questions avant de passer la parole. Donc si vous avez une question, que ce soit à nos 3 intervenants ou à Laurent, Michel qui sont encore là, n'hésitez pas. Ou si vous voulez une réaction ou si Laurent ou Michel voulaient réagir par rapport à ce qui a été dit. Est-ce que Alors, la course à la taille, même les gros, hein, je crois, j'ai eu une information comme quoi Cap faisait une OPA amicale sur Altran pour 5 milliards de dollars. Voilà, donc ça veut dire que il y a jamais, on s'arrête jamais de croître. Voilà, c'était Altran qui avait un petit souci de cybersécurité là, ces derniers jours. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou Laurent? Oui, monsieur. Juste vous présenter quand vous prenez la parole, s'il vous plaît. Raphaël Fétic, je suis fondateur d'un cabinet qui s'appelle Convertéo. J'avais une question sur l'impact
du SaaS. On a beaucoup parlé de logiciels et une des grosses évolutions, c'est naturellement l'utilisation de logiciels à la demande et notamment un logiciel qu'on ne peut pas dénaturer, un logiciel qui est sur des serveurs en face. Dans le monde du sur-mesure et des ESN, qu'est-ce que ça a changé, et notamment en termes de standardisation du besoin vis-à-vis du métier? Vis-à-vis de... la question m'est adressée, ça? De manière générale, au panel. Nous, on va être assez mal placé parce qu'on fait assez peu d'intégration, donc on travaille beaucoup avec le monde SaaS. Donc on est plutôt impacté positivement, si vous voulez, puisqu'on faisait du travail à façon principalement, on en fait toujours d'ailleurs. Donc effectivement, travailler dans cet univers-là nous va très très bien. Donc je ne peux pas vous répondre sur cette question parce que je mesure peu l'impact par rapport à ce qui pouvait se passer précédemment. Oui, nous on est aussi éditeur de logiciels et donc certains des logiciels que l'on fait sont exploités chez le client, d'autres sont exploités en SaaS. Donc on ne fait pas vraiment de différence. On déploie du logiciel, il faut l'écrire, ça coûte cher. Et après, les modes d'exploitation dépendent vraiment du contexte et des clients. Ça ne change pas pour nous fondamentalement la nature de l'éditeur de logiciels. Un autre élément de réponse? Non? Personne? Une autre question? Oui. Bon. Merci. Oui, bonsoir, Patricia Martigne, acheteuse service IT chez Orange. Je me posais la question, avec la taille des mid-caps, dans quelle mesure vous arrivez à répondre aux exigences sécurité de plus en plus sévères de la part de clients tels qu'Orange? Je vais peut-être répondre juste pour... Déjà, je vais vous remercier, puisque grâce à vous, nous avons été certifiés ISO 27000 il y a 3 ans. Donc, vous voyez comme quoi les clients nous aident aussi à grandir. Hein, donc, vous voyez... Ah oui. Donc, nous, enfin, comme beaucoup, j'imagine, on est agile, on essaie d'être souple et assez réactif sur ce type de sujet. Donc, quand on essaie de voir ces types de demandes, on essaie de les anticiper et de faire de ce qui pourrait être un frein un véritable atout derrière pour notre développement. Donc, on l'a pris comme ça, principalement. Et moi, je rajouterais la même chose quand on vous dit merci, puisque au moment où vous avez lancé l'obligation de vos sous-traitants d'être ISO 27001, on a investi 1 million d'euros, mais aujourd'hui, vous avez diminué le nombre de sous-traitants, et comme on est dedans, on est très content. Pour faire dans le contradictoire, je dirais que c'est à cause de vous qu'on a été obligé de ISO 27000, mais on l'a été, voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu plus compliqué, mais bon, c'est aussi la nature de la relation que l'on peut avoir avec nos clients, où effectivement, on est capable, parce qu'on a la taille qu'il faut, de satisfaire à un certain nombre d'exigences, parce que c'est des processus qui sont lourds et qui sont compliqués pour être conforme aux normes ISO 27000. Je veux dire, il faut quand même avoir les reins assez solides. Et il faut avoir une certaine confiance, parce que c'est un engagement que l'on prend vis-à-vis de vous, clients, et puis vis-à-vis de nous, pour ne pas fragiliser aussi nos structures. Nothing Doug, directeur associé MC2I Group, un cabinet de conseil, ESN. Moi, j'aurais une question concernant ce qu'on pourrait appeler le phénomène d'ubérisation des consultants, c'est-à-dire ceux qui se mettent de plus en plus en tant qu'indépendants, et avec la montée en puissance des plateformes qui permettent justement à ces indépendants d'être de plus en plus autonomes. Voilà, je voudrais avoir votre vision. Est-ce que c'est réellement une ubérisation, c'est-à-dire une rupture dans notre modèle, ou est-ce que finalement c'est un effet de mode? Mehdi. De mon point de vue, c'est ni l'un ni l'autre. Hein. C'est pas une rupture, c'est pas un effet de mode, c'est une évolution. Aujourd'hui, le consultant indépendant fait partie du paysage, et on a la chance d'avoir notre président du Syntec numérique ici. C'est une de nos préoccupations, c'est justement d'intégrer et de faire évoluer la relation que l'on peut avoir avec contractuelle entre une ESN et un indépendant. Après,
les projets que l'on gère sont des projets qui engagent plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de compétences. Et donc, fatalement, on n'est pas en compétition avec l'indépendant, mais on est plutôt en complément. Alors, je dirais, il y a 4-5 années, quand un consultant décidait de quitter notre groupe pour se mettre en indépendant, il était entre guillemets blacklisté. Aujourd'hui, il devient partenaire. Donc voilà, on a évolué aussi, et c'est le sens du vent, et c'est comme ça qu'il faut, à mon sens, déployer sa voile. Laurent, les bandes de Non, réponse. ça correspond effectivement à un choix de vie d'un certain nombre d'experts, de consultants. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même pas un phénomène qui représente, on va dire, en masse, une menace dans notre paysage. C'est un élément qui plutôt sert l'agilité dans certains cas, plutôt qu'un élément qui remet en cause le modèle de fonctionnement d'une entreprise comme la nôtre, et qui, encore une fois, est sur un modèle un peu différent. Il nous reste, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la suite et accueillir Vincent Roex. On peut remercier nos 3 intervenants. Merci à tous les 3.